Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre nouveau rendez-vous podcast. C'est en quelque sorte un spin-off, une émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un pilote presque parfait ou PPP pour les intimes, peut-être que vous découvrez cette émission et que vous ne savez pas bien ce que c'est, le principe est simple. On se réunit à 3 personnes autour du micro pour discuter d'une série en parlant uniquement de son premier épisode. Que cette fiction soit culte ou méconnue du grand public, elle sera disséquée du premier au dernier plan par chacun d'entre nous et à l'issue de notre conversation. En fin d'émission, chaque participant va attribuer une note allant de 0 à 10. Le but, c'est d'avoir un classement général qui nous permet de partir à la recherche du meilleur pilote de toute l'histoire des séries télé ou de streaming. Aujourd'hui, ce sont 2 voix féminines qui m'accompagnent pour ce 2e épisode de PPP et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui celle qui est ingénieure du son de métier, mais aussi créatrice et animatrice du podcast Cinéma hors champ. Il s'agit d'Alice. Salut Alice. Salut. Tout va bien ? Ça va super. T'es prête ? Hyper contente, ouais. Sois la bienvenue en tout cas. Merci. La 3e voix que vous allez entendre est celle d'une autre podcasteuse qui anime Des Lettres à l'image, un podcast sur les adaptations de livres en fiction, donc séries ou films. Je suis ravi d'accueillir Salomé. Salut Salomé. Bonjour. Tout va bien ? Ouais, merci. Sois la bienvenue dans PPP. Merci. La série au centre de cet épisode s'appelle Atypical, série qui a débuté le 11 août 2017 et dont la 4e saison est sortie ce 9 juillet sur Netflix. Je vous propose d'écouter un extrait et on prendra le temps de vous raconter juste après le pitch de la série. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Casey, why does my to-do list say remove stick from butt? I don't know, but if it's on there, you gotta do it, right? I can't find my work pants. Sam's gonna start dating. You and I weren't much older when we met. Maybe it's time for us to take a step back. You want to know how to get the girls? I'm taking you to Poon City. That's not a real place. Nope, not doing that. Pour celles et ceux qui n'ont peut-être jamais maté Atypical, c'est Salomé qui s'y colle. Enfin, qui s'y colle. Est-ce que tu peux nous résumer cette série, s'il te plaît ? Oui, alors Atypical, c'est l'histoire de Sam, un adolescent autiste de 18 ans qui a une passion débordante pour tout ce qui concerne l'Antarctique, les pingouins en tête. Au quotidien, il est entouré de sa petite sœur, ses parents et son meilleur ami. Et donc il tente tant bien que mal de vivre comme les autres jeunes de son âge, surtout en amour, car il aimerait pouvoir sortir avec des filles, et donc il se met en tête de trouver une copine. Et c'est ce qu'on suit tout au long de la série. Atypical, c'est à ce jour un total de 38 épisodes de 30 minutes en moyenne répartis en 4 saisons. Au casting, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Kerr Gilchrist et Bridget Lundy Payne. Avant de passer en revue la série en long, en large et en travers, mesdemoiselles, pouvez-vous me dire en 2 mots, Atypical, pour vous, ça représente quoi ? Est-ce que vous connaissiez la série avant de faire cette émission ? Est-ce que vous êtes archi-fan ou est-ce que c'était une pure découverte pour vous, Alice ? Moi, je connaissais déjà, avant de lancer l'enregistrement de cet épisode. Je connaissais en fait tout simplement de mes recommandations Netflix. D'ailleurs, petite astuce, toujours effacer son historique Netflix pour avoir des nouveautés. Mais en tout cas, voilà, ça faisait partie des nouveautés. Et en fait, je connaissais simplement l'acteur qui joue Sam. Je l'avais vu récemment dans un film qui s'appelle Une drôle d'histoire, je crois. Et en fait, j'avais adoré ce film, je vous le conseille vraiment. Et donc, du coup, c'est la première chose qui m'a attirée vers cette série. Et voilà, pour moi, c'était une série très réconfortante, en fait, très feel good. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir d'en parler parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens connaissent. J'ai pas l'impression qu'elle marque beaucoup les esprits, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment une chouette série qui parle de sujets très importants. L'autisme déjà, mais autre chose aussi. Donc voilà, donc ça me fait plaisir d'en parler. Voilà. Oui, elle est clairement pas assez médiatisée, ça je confirme. Et cette 4e saison est en plus très attendue de par les fans. En plus, elle est pas tellement mise en avant que ça par Netflix. Salomé, toi, est-ce que tu connaissais Atypical ? Oui, elle était dans ma liste. Alors, vu que j'ai une liste énorme, je crois que ça fait un petit moment qu'elle y était. Et je sais plus comment je l'ai découverte.
Mais le fait que ça parle d'autisme, ça m'intéressait pas mal. Et du coup, le fait que tu m'invites à ce podcast, ça m'a permis de la commencer. Et j'en suis au début de la saison 2. Et pendant ce temps, j'aime beaucoup. Donc je suis plutôt contente de l'avoir commencé. Et heureusement que t'as pas tout vu. Hein. J'avais dit de s'arrêter à la saison 1, mademoiselle. Oui, je pouvais pas me retenir. Bravo. Je vous félicite pas. Hein. Non, et puis, puisque personne ne me le demande, je vais donner mon avis. Non, c'est une série... on va vous spoiler tout de suite qu'on aime beaucoup. Hein, c'est pas une grande surprise. C'est une série sur laquelle je suis tombé un peu par hasard. En fait, je regardais The Good Doctor sur TF1, où on parlait déjà... le héros est déjà autiste. Oui. Et c'était intéressant de voir un peu quel traitement Netflix allait en faire. Et j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment le hasard. Hein. J'avais vu quelques articles passer. Je me suis dit, tiens, c'était d'ailleurs un article sur la représentation du syndrome de l'autisme dans les fictions. Et j'ai trouvé que c'était... ça m'a étonné, le parti pris de cette série. Ça faisait du bien de regarder une série qui n'était pas violente, dans laquelle il n'y a pas de sang, dans laquelle il n'y a pas de meurtre. Ça faisait du bien d'avoir une chronique familiale qui donne un coup de vieux à des 7 à la maison, par exemple. Vous savez, ce truc des années 90-2000, là, très moralisateur et tout. Voilà, donc ça faisait du bien de se plonger dans une série en phase avec son époque. Le nom du pilote d'Atypical, c'est l'Antarctique. Tout simplement. Et j'ai baptisé le chapitre 1 Sam, je suis Sam. Les cinéphiles auront compris le choix du titre. Débrouillez-vous avec ça. Le pilote s'ouvre sur une voix off, celle de Sam, qui nous explique que tout le monde lui dit qu'il est bizarre. Pendant ce temps-là, on a une image de lui, ou plutôt un plan sur les mains de Sam en train de jouer. Il joue avec quoi d'ailleurs, Sam ? Alors, il joue, je sais pas si c'est vraiment un jeu pour le coup. Si on comprend... Parce que c'est très vite, on comprend très vite où on est, en fait, selon moi. Et pour moi, je le vois pas tout de suite comme un jeu, mais vraiment comme un tic, peut-être qui pourrait s'apparenter à du stress, quoi. Donc, il est avec un élastique qui tend entre ses doigts et il le fait claquer avec un crayon de papier. Et en fait, voilà, la première phrase qu'il dit, c'est « je suis bizarre », c'est ce que tout le monde dit. Et qu'en fait, il a besoin de ces gestes stéréotypés, de ces gestes qui se répètent, pour se trouver un cadre, en fait. Et donc, après, il va commencer à parler, on va le connaître un peu plus, mais c'est vrai que ce premier plan-là, il va déjà nous donner un indice sur qui il est, lui. Donc, c'est un plan qui est très serré, qui est long, c'est un plan qui est long, et qui va vraiment nous dire, ok, c'est pas un jeu, on comprend que tu as un TOC, on comprend que tu as besoin de le faire pendant que tu parles, et c'est déjà le premier point, en fait, sa première caractéristique, j'ai envie de dire. Et c'est une entrée en matière ludique, hein, quelque part. Et toi, Salomé, sur ce premier plan ? Ce que j'ai bien aimé, après c'est plus technique, c'est que on a un peu brisé les codes de la voix off, parce que au début on pense que c'est une voix off, mais en fait le plan est donc serré sur ses mains, et après il monte et il s'agrandit sur Sam, et en fait du coup on comprend que c'est pas une voix off, mais c'est juste qu'on l'entend parler, et du coup j'ai bien aimé, et ça se répétera tout au long de la série après, où en fait beaucoup de la voix off, c'est en fait ces séances chez la psy, parce qu'il est du coup chez la psy à ce moment-là, et du coup on apprend aussi à connaître sa psy, qui du coup est très bien, je trouve. Oui, c'est Julia, hein. On n'a pas son nom, mais on sait que c'est sa psy, donc elle s'appelle Julia, et il poursuit, hein. Il continue de nous dire en voix off qu'il comprend pas ce que les gens veulent dire, qu'il se sent seul, même entouré de plein de monde, et que le fait de rester là à tripoter un objet, en fait, est un comportement d'autostimulation. Donc il joue avec ces objets, entre guillemets, il joue en pensant à tout ce qu'il ne fera jamais. Étudier les manchots, avoir une petite copine. Et pendant qu'on apprend tout ça, la caméra, donc, qui est en plan serré, s'éloigne, et remonte jusqu'au visage de celui qui nous parle, qui s'appelle Sam. Donc Sam a enfin fini de répondre à la question posée par la jeune et jolie jeune femme en face de lui. Elle est très jeune, hein, elle a moins de 30 ans, hein, et elle dit que c'était une bonne session. Sam, lui, se gêne pas de lui balancer un truc improbable dans la tronche, d'ailleurs. Ouais, c'était assez marrant. Vous vous souvenez ou pas ? Oui, elle a sous son t-shirt, elle a une bretelle de son soutien-gorge qui est descendue un petit peu. Et du coup, il lui dit bien, je vois votre bretelle de soutien-gorge, je lui dis même la couleur, que c'est violet, donc on voit qu'il s'attarde sur les détails. Le moindre détail. Julia remet sa bretelle de soutien-gorge en place, et elle veut savoir s'il est d'accord pour donner ou pas son cerveau à la science après sa mort. Ça le fait rigoler, notre Sam. Bon, Julia use de différents arguments, on manque de tissu cérébral à étudier, on n'a pas encore inventé le substitut, donc on a besoin de cerveau. Sam réfléchit, et pour conclure la consultation, Julia dit à Sam
que, au fait, concernant le fait d'avoir une copine, une petite amie, les autistes ont une vie amoureuse. Et Sam, si tu le souhaites, tu peux trouver quelqu'un. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la suite ? Déjà, moi j'aimerais juste revenir sur une petite chose par rapport au fait que, parce que je trouve qu'on est passé un peu vite sur l'histoire du cerveau, mais je trouve que c'est un point assez important parce que c'est une phrase qui va marquer l'épisode dans le sens où, quand on disait qu'il s'attarde sur les détails, en fait là c'est ce qu'il a retenu de sa session de psychanalyse. Mais alors que c'était juste une demande pour de la recherche et que on était sorti un peu du contexte de la thérapie, c'est encore cette histoire des détails. Il comprend pas tout de suite que c'est pour après sa mort. Là, on rencontre le premier degré de Sam. Le fait qu'il va être très honnête et le fait aussi qu'il ne comprend pas qu'il prend les mots à la lettre, quoi. On y vient justement sur la phrase que je vous demande d'énoncer sur la suite. Parce qu'à un moment donné, Julia lui dit « Mais tu peux trouver quelqu'un ». Et Sam lui demande, d'accord, comment on fait ? Et là, vous vous souvenez de ce qu'il lui dit ? Vous n'avez pas noté ça, j'ai l'impression. Non, pas ce qu'il a dit. En fait, Julia l'invite à se lancer. Et Sam lui répond un truc assez drôle, il lui dit, mais se lancer où ? Et c'est là le premier degré, justement, dont tu parles, en effet, Alice. Et un truc aussi, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais la diversité, en fait, dans cet épisode, on la voit tout de suite par... le choix de l'acteur de Sam, qui est quelqu'un en fait de très, j'ai pas envie de dire banal, c'est pas, mais j'aime pas le mot normal, mais oui, en anglais ils disent régular, tu vois. C'est pas un beau gosse, c'est quelqu'un d'assez... On n'a pas pris une gravure de mode, quoi. Ouais, c'est ça. Julia, c'est une actrice asiatique, tu vois, et elle est pas considérée comme un personnage elle-même asiatique, donc c'est vraiment un personnage qui représente une psy, en fait, spécialisée dans l'autisme, et c'est tout. Il y a Zaïd, le meilleur ami. Il y a Zaïd, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là aussi. Ce côté, en fait, on est dans le réel, et le réel, il est composé d'une diversité immense. Et aussi le fait qu'on parle d'autisme, évidemment, dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'un lycée, dans le cadre d'une vie... complètement, on va dire, ordinaire, il y a cette diversité-là aussi. N'hésite pas à intervenir, Salomé. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais c'est vrai que souvent les personnages qui ont des différences, par rapport au pays où on est, ils sont souvent joués pour être l'asiatique, le gros ou autre. Et là, à part Sam, parce que ça reste quand même le sujet principal, là c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est plutôt bien parce que du coup ça parle pas que d'autisme, mais il y a plein de sujets secondaires. Parce que même le fait qu'il veuille avoir une copine, en fait, c'est le cas de plein de jeunes de son âge, autistes ou pas. Cette découverte, le fait de demander plein de conseils, d'expérimenter et tout, c'est quelque chose que peut vivre plein de jeunes. Et là, il a la caractéristique en plus, mais ça permet à d'autres jeunes, du coup, de se représenter sans qu'ils soient forcément autistes. J'avais noté que justement, j'adore la façon dont est amené le syndrome autistique de Sam dans le cadre d'une conversation toute simple, en fait, sans tomber dans un truc larmoyant. Allez, chapitre 2, on avance. Ma passion et ma constipation passagère dans le bus. Alors, Sam prend le bus pour rentrer chez lui. Il nous dit en voix off que prendre le bus ne le dérange pas. Sauf que il y a une particularité quand il s'assied. Il a une formation assez particulière parce qu'il aime pas s'adosser sur les sièges. Et du coup, ça le fait avoir une position bizarre. D'où sa constipation. C'est ça. Voilà, il a une posture un peu chelou sur son siège, on dirait qu'il est constipé, il se demande comment font les autres. Bref, il continue de réfléchir tout seul et là, il nous parle de légine antarctique qui contient une protéine spéciale. Vous saviez ce que c'était, vous, la légine antarctique ? Pas du tout, non. C'est un poisson, en fait. Ah, ok. Ah ouais, j'avais pas du tout compris. Qu'est-ce que t'avais compris ? Non, je croyais que c'était un peu... Non, je sais pas en fait. Ouais, peut-être une sorte toujours dans l'histoire des pingouins et tout, moi je croyais que c'était peut-être une caractéristique et que c'était le nom d'une certaine partie du corps, ou je sais pas. Non, en vrai... En tout cas, ça concerne toujours les fonds marins, et c'est un poisson. Et tout ce qui concerne la protéine, ce dont parle Sam, est vrai. C'est mon ami Google qui me l'a dit. Il est très moche comme poisson, il a des gros yeux, il est assez flippant. Voilà, en écoutant un pilote presque parfait, vous dormirez moins con, c'est pas mal comme slogan. Et là, il se marre tout seul, notre Sam, en parlant de cette pression d'antigel dans du poisson. Il est mort de rire. Et la tête de l'acteur d'ailleurs fait super sourire, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça assez drôle. Et les gens dans le bus le mataient assez bizarrement, notre Sam, parce qu'il rigolait tout seul. Et il se justifie d'ailleurs auprès des autres passagers du bus, c'est assez malaisant, enfin assez drôle.
Et moi j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça, mec? Max et moi, c'est vrai que c'était marrant quand il a rigolé tout seul. Et encore cette fois, là, l'idée de la voix off qui est un peu différente de d'habitude, dans le sens où là, c'est vraiment ce qu'il pense et sur le moment. Parce qu'il pense un truc qui est en voix off et il éclate de rire ce moment. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça original, la manière dont elle a été faite dans la série. Il embraye, il nous parle de l'Antarctique, qui est le continent le plus reculé de la Terre, 90% de la glace mondiale, mais qui est pourtant perçu comme un désert, 200 mm par an. Pour lui, à première vue, on dirait pas un désert, l'Antarctique, bref, c'est ça qui lui plaît. J'ai cru qu'on était dans un épisode de C'est pas sorcier, là, ou le monde de Jamie. Tu vois, c'est encore une façon de faire connaissance avec Sam, parce que c'est une grande partie de sa vie, en fait. Et le fait qu'il soit vraiment passionné. On apprend des choses, certes. On n'est pas vraiment venu pour ça quand on regarde la série. Bon, on apprend des choses, on les retient pas. C'est pas vraiment le plus important, mais vraiment la passion et le fait aussi qu'on apprend qui il est. C'est un épisode pilote et ça fait partie de sa vie. Et donc, c'est normal qu'on passe du temps à comprendre l'Antarctique comme lui, il la voit et comme lui, il la comprend, en fait. Parce que toutes ces pensées off, c'est un moyen d'être en lien avec le spectateur. Et donc, quand nous, on est spectateur et qu'on veut connaître Sam, ça veut dire connaître l'Antarctique. Exact. Ouais, c'est récurrent, en fait, dès le pilote et même tout au long des 3 saisons qui sont accessibles sur Netflix. Là, on enchaîne sur Sam qui est tranquillement installé dans son bureau, dans sa chambre, en train de dessiner un manchot, qui est super bien fait d'ailleurs. Sa mère l'appelle en bas façon Madame Le Pic, t'en fais pas ci, fais pas ça, pour lui dire à table. Sam descend et sa mère, on l'entend expliquer qu'elle a commandé un flot de t-shirts. Je vais pas vous ennuyer avec ça, on en arrive au chapitre 3, elle est toujours en train de parler. Dîner en famille autour d'un poulet mariné. La mère continue de parler en amenant les plats, c'est pas franchement intéressant. Vous verrez que je vais souvent le répéter ça dans l'épisode. Vous allez comprendre que j'aime pas beaucoup la mère, mais je trouve que quand elle parle, voilà quoi. Bah, c'est quand même un sacré personnage, dans le sens où elle a un sacré caractère quand même. Et je pense que c'est un peu le point de vue de la série, dans le sens où tu as une mère qui est quand même assez autoritaire et un père qui est pratiquement pas là, qui est le copain, celui qui va être gentil avec les enfants, mais donc qui est pas là. Et c'est là où on les rencontre et on voit tout de suite, en fait, qui est qui et qui a la place de la tête de la famille et qui ne l'a pas, quoi. Qui est la plus rigide et qui est le plus souple en matière de règles. Ouais, c'est ça. Donc on arrive dans la salle à manger, on découvre le reste de la famille à table. Je vais pas vous donner tous les prénoms de tous ceux qui sont autour de la table pour éviter de vous en mettre plein la tête, vous allez pas les retenir. Donc comme dans l'épisode précédent, on va donner des surnoms. Enfin pour certains vous verrez. Donc on a le père de Sam, on a aussi sa petite sœur, Kazé. Alors juste une question, ça me fait penser. Alice et Salomé, vous l'avez vu en quelle version la série? En VO. Donc parfait, je peux dire Casey, vous ne serez pas dérouté. Parfait, non. En français je pense que c'est Kazé. Donc on a le père de Sam mais aussi sa petite sœur Casey qui est comme nous et trouve que leur mère est loin d'être passionnante. Elle balance quoi déjà à sa mère comme réflexion? Si à un moment donné, Sam du coup parle du fait que sa psy lui a proposé de donner son cerveau, et du coup quand la mère donne son avis, en anglais elle dit the queen has spoken, je crois. Donc la reine a parlé, donc ça... déjà Casey, au début, elle se moque beaucoup, mais de tout le monde. Donc au début, c'était un peu une tête à claque, elle se moque de tout le monde, et même surtout pour la mère, parce qu'elle est tout le temps en train de la reprendre. Exactement, et là t'as anticipé, ouais, en effet, le fait que quand ils abordent le sujet de la journée de Sam lui dit que Julia lui a demandé de me donner son cerveau, mais il dit « T'inquiète maman, ce sera après ma mort ». La mère débloque complètement, et là Casey, en effet, la vanne en lui disant « The Queen has spoken ». La reine s'est exprimée. Mais après, Sam, il va réenchaîner un pic à sa mère sans vraiment s'en rendre compte, en lui disant que elle préfère que mon cerveau aille aux asticots plutôt qu'à la science. Et tu vois, je suis pas sûre qu'il ait conscience de... Oui, d'avoir de la répartie. Ouais, voilà. Mais tu vois, et moi j'ai adoré cette scène, parce que c'est vraiment... Il y a de la complicité, il y a la sœur qui est hyper complice avec son frère, mais sans s'en rendre compte, en fait. Et c'est pour ça que je l'appelle la reine-mère. Voilà, pendant tout ce podcast, je vais l'appeler comme ça, la reine-mère. Elle demande à ce qu'on change de sujet. Le papa dit que le poulet est délicieux. La reine-mère dit que c'est du poulet mariné à sec, d'où le nom de mon chapitre. Elle est bien faite, cette émission. Sam embraye et parle des conseils de Julia sur le fait de se lancer pour pouvoir coucher avec quelqu'un, ce qui fait marrer sa sœur, mais il précise que le sexe, c'est son idée à lui. Résultat, les deux parents se regardent. La mère est franchement choquée. Et le père, il est plutôt zen, la bouche pleine. Et là, le générique part.
Mesdemoiselles, question toute simple, comment vous le trouvez ce générique, qui d'ailleurs a tendance à varier selon les épisodes. Parfois il est un peu plus court, parfois il est un peu plus long. Personnellement, j'ai bien aimé, surtout que le premier plan, c'est un plan très très serré sur la mine d'un crayon. Et j'ai trouvé ça bien parce que c'est vraiment un détail, et ça fait le parallèle aussi avec le fait que Sam, étant autiste, s'attache beaucoup aux détails. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé bien que ça soit plus proche, très très proche. Et après, on voit le crayon dessiner des pingouins, donc la passion de Sam. Et j'ai bien aimé la musique aussi, parce qu'elle est douce, mais dynamique en même temps. Et tout au long de la série, ça va être comme ça, doux et dynamique, qui va vraiment bien avec les séries de teen séries aussi. Enfin, le fait que des fois... Voilà. Et j'ai bien aimé, du coup, le générique. Je trouvais qu'il était très beau. Même en termes de lumière et de couleurs, c'est assez joli. Et toi, Alice, tu valides aussi le générique ? Ouais, moi je l'ai trouvé très simple en fait, et très, très épuré, et en fait, fallait pas en faire plus, quoi. Quand on regarde les premières minutes avant ce générique, on comprend que là, c'est une série un peu réconfortante, simple. Simple, pas dans un mauvais sens, hein, mais... Oui. Et que en fait, ça va être doux, et que ça va être une série famille, quoi. Et je trouve que le générique, il est bien pour ça, quoi. La musique... Il est à l'image de la série, il est sobre et il est tout de suite parlant. Il y a beaucoup de séries où il faut regarder plusieurs épisodes pour comprendre le générique, pour le cerner au fur et à mesure. Celle-là, non. Tout de suite, il y a une connexion qui est faite avec pourtant un pré-générique qu'on vient de voir. Je trouve que c'est très Netflix aussi, ce genre de générique-là. Je trouve quand même que la série, en règle générale, elle est très Netflix. Mais en même temps, ça accompagne, quoi. Ça marque ça nous plonge dans quelque chose, quoi. On sait où on est quand on regarde ce générique. Mais quel talent! Pardon. Oui, Salomé, j'allais faire un enchaînement, mais vas-y. Mais c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec le générique de The Crown, qui est aussi une série Netflix, où en fait, il y a vraiment une belle lumière, et on voit une couronne se former. Pareil, tout dans le détail, dans le gros plan sur la couronne en train de se créer, c'est vrai que du coup, ça ressemble. Hein. Et justement, on va vers notre chapitre 4, brève plongée dans le lycée. Allez, direct, on est dans le bain, on arrive dans le lycée de Sam qui marche au ralenti, casque anti-bruit sur les oreilles pour mater ce qui l'entoure. Pourquoi pas appliquer ce procédé qu'on a vu 1000 fois, je me suis dit, perso. Et notre héros ne manque pas d'adjectifs pour qualifier son bahut. Comment il en parle, Sam, de son bahut ? Déjà, il comprend tout de suite qu'il est différent. Moi, c'est un peu ce qui m'a marqué dans le sens où il le sait, en fait. Et il est pas, ça ne le fait pas, du coup, victime des autres. Ça le fait juste différent des autres. Et il le sait, et quand il parle des filles, et qu'il y a un plan qu'on a déjà beaucoup vu partout sur les filles, hein, beau mec, il arrive et tout, et en fait, on se rend compte que c'est le mec un peu à côté. Même sans parler des mots et de comment il le décrit, cette scène, elle est hyper forte parce que déjà, on apprend quelque chose en plus sur Sam, c'est qu'il n'aime pas le bruit. Ce qui le fait déjà différent parce qu'il se balade avec un casque qui ne diffuse pas de musique, en fait. Enfin, il n'est pas en train d'écouter le dernier podcast de Junior. Non, quel dommage d'ailleurs. Mais au-delà de la voix off, des pensées et tout, moi je trouve que les images, elles restent hyper fortes, quoi. Parce que même s'il est habillé hyper simplement, il se démarque tout de suite, quoi. Tout de suite. C'est marrant que vous ayez relevé, en fait, surtout visuellement. Je pense que le contenu aussi importe, parce qu'il met des adjectifs intéressants sur son lycée, dans lequel il se sent pas si bien que ça. Enfin, il dit qu'il est bondé, bruyant, d'où le casque anti-bruit sur les oreilles, que ça sent bizarre, et l'odeur est importante d'ailleurs pour les saisons suivantes quand il devra sortir avec une fille, mais il a tout de même une qualité, il est rempli de filles, et Sam, il est comme Free, il a tout compris, parce que pour lui, toutes les filles sont belles, chacune à leur façon. Et par rapport à cette phrase, à un moment donné, il fait une comparaison avec les flocons d'une tempête qui sont toutes différentes, et autant il comprend pas le second degré, mais cette comparaison, elle est assez poétique et je pense qu'il s'en rend même pas compte. C'est juste une comparaison pour lui, surtout qu'il est passionné de l'Antarctique et de la neige, et il s'y connaît. Et c'est ça qui est mignon dans la série, c'est comme l'avait dit Alice plus tôt, il dit des choses, mais des fois il s'en rend même pas compte. Il les prend en premier degré, et c'est assez mignon, je trouve, ça fait des dialogues intéressants. Moi, je pense que, tu vois, le côté métaphore, c'est surtout pour ramener tout ce qui l'entoure à quelque chose qu'il connaît bien, l'Antarctique, quoi. Et tu vois, on y revient, c'est sa passion, donc
il va faire une métaphore hyper poétique sans s'en rendre compte parce qu'il veut ramener un groupe de filles dans un lycée avec des origines, des couleurs de cheveux, plein de choses différentes, à des flocons d'une tempête parce que c'est ce qu'il connaît, c'est ce qui l'intéresse. Tu vois, moi, je le vois un peu comme ça dans le sens où il nous explique avec ses mots et les mots qu'il connaît, c'est ce qui entoure l'Antarctique, quoi. Et c'est comme un totem, en fait. Il y revient tout le temps et c'est comme une chose à laquelle il se raccroche, Sam. C'est parfois même une bouée de sauvetage pour éviter de sombrer et peut-être aussi mettre un peu plus de distance par rapport à ce qu'il vit. Moi, je le perçois aussi comme ça. Les couples s'unissent pour la vie, on y reviendra en fin d'émission, mais 49% des mariages finissent en divorce. Donc c'est intéressant parfois les parallèles qu'il fait en effet. Puis il a vécu un truc voilà, c'est l'histoire de ma vie au lycée. Il croise 3 filles, il pense que ces 3 filles le matent lui, elles font coucou, il pense que c'est vers lui, mais en fait c'est pour un autre mec parce que les filles ne le voient pas du tout, le pauvre Sam. T'inquiète pas mec, je compatis. Chapitre 5, mon taf, mon BFF et mes envies de date. Là, on prend la direction du magasin Tektropolis. C'est un magasin de produits hi-fi électroménagers, une espèce de Darty américain, quoi, si je dis pas de bêtises. Et on va faire la connaissance de l'un de mes personnages préférés de cette série. On fait la connaissance de qui ? De Zaïd, qui est d'origine indienne, comme l'avait dit Alice. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas le personnage indien de la série. Personnellement, je suis assez partagée pour ce personnage parce qu'on va voir qu'il va former Sam pour les filles. Il a un rapport avec les filles particuliers, mais en même temps... Il est chaud, quoi. Oui, voilà. Tu peux le dire. Hein. C'est ça. Mais en même temps, il va avoir une très bonne relation avec Sam. Il va parler avec lui, il va le comprendre, il va l'aider. C'est bien, je trouve, par rapport à Sam, même si voilà, je suis partagée par rapport à cet autre côté avec les femmes. La place de l'amitié entre Zaïd et Sam est extrêmement précieuse. Je comprends tes réticences parce que c'est un chaud lapin, il est too much par rapport à son comportement vers les filles, peut-être qu'on tend un peu vers du American Pie parfois dans ses blagues graveleuses, mais juste, ce que j'aime beaucoup, je le dis maintenant tant que j'y pense parce qu'après je vais oublier, ce que j'adore avec ce personnage, c'est que il ne voit jamais Sam comme un autiste. Jamais. Non. Il l'aime tel qu'il est. Oui, tu es bizarre, mais en fait, je m'en fous. Enfin, il y a une indifférence totale par rapport à ça parce qu'il l'aime juste tel qu'il est en fait. Il va même lui dire... C'est ça qui me plaît beaucoup. Pardon, il va même lui dire qu'après que tout le monde est bizarre en fait, donc au final... Exactement. Il est pas plus bizarre que les autres, Sam. Tu vois, par exemple, si la série elle avait commencé par cette scène-là, une scène complètement basique entre 2 amis qui parlent de filles, on n'aurait pas compris tout de suite le thème de la série. En fait, cette amitié, elle est complètement normale. C'est 2 adolescents qui parlent de filles, en fait. Et oui, il est chaud lapin et tout, mais il a 18 ans, c'est l'âge, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce côté très, très typique face à son côté atypique, en fait. On est vraiment... Pour moi, c'est vraiment 2 amis qui sont très différents, certes, mais pas parce que Sam est autiste, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils ont 2 caractères complètement différents et ils sont juste là en train de parler de filles et il n'y a rien de plus normal que ça, quoi. Eh ben, on est en plein dedans, justement. Il parle de filles, il explique qu'il a couché avec une vétérinaire et chez elle, il y avait un perroquet qui répétait tout le temps ce que disait Zaïd. Alors, je vais le dire en anglais, do me brown sugar. Voilà, en français, c'est prends-moi mon marron glacé, prends-moi. Ça promet, donc c'est pas mal. Donc, en racontant cette histoire, Zaïd, il se rend compte que, bah merde alors, en fait, la meuf, elle est peut-être un peu raciste sur les bords. Et la seule chose qui intéresse Sam, c'est quoi, par contre, quand il entend cette histoire ? C'est quelle race ? C'est la race du... Oui, c'est ça. Vous l'avez noté, d'ailleurs, je l'ai pas noté. Ah si, je l'ai noté. La race du perroquet. C'est un hara... J'ai pas le deuxième mot, mais... Un hara macao. C'est un perroquet rouge et bariolé. Sam s'y connaît en manchot et en perroquet. Je me suis noté ça. Et en voyant un couple dans le magasin, Sam demande à Zaïd, est-ce que c'est vraiment bien de sortir avec des filles ? Et Zaïd lui répond, bien sûr, j'aime sortir avec des filles. Juste après cette scène, je me suis rendu compte que toutes les scènes post-génériques sont assez courtes en fait. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a encore beaucoup de chapitres à suivre. What are you doing? Going online to try and find a girl to date. That's hilarious. I'll help. Okay, finish this sentence. I spend a lot of time thinking about... Easy. Penguins. And especially I'll say chinstrap penguins. They're my favorite bird. But all
4 types of Antarctic penguins are good. Did you know early explorers thought that they were fish and classified them that way? Not birds, fish. Okay, I'm gonna put sports. Hey, kids. What you doing? Casey's helping me sign up for online dating, but she hates all my answers, so she's lying. Chapitre 6. Peaufiner son profil de rencontre en ligne. Sam est seul dans sa chambre avec son PC sur les genoux. Alors rassurez-vous, je vais rien raconter de gênant, hein, d'accord? C'est atypical. Donc il s'appelle Sam et pas Fleabag. Bref, il se prend en photo avec sa webcam et derrière lui, sa sœur lui demande ce qu'il fait. Il lui explique qu'il essaie de faire des rencontres en ligne. Kazé lui répond « Ah, c'est trop drôle, je vais te filer un coup de main. » Et donc, elle lui pose des questions. Kazé lui demande « Tu réfléchis beaucoup à quoi ?» Et Sam lui répond « Facile. À quoi ?» Au pingouin. Toi, tu dis pingouin, c'est marrant, ça a été traduit par manchot en VF. Donc, je sais pas ce qui est le bon. Non, les manchots, c'est les grands. Dans les sous-titres, c'est écrit pingouin, non? Je sais plus. Vu que je l'ai vu En en VF, VO. j'ai manchot. Bah, les sous-titre. images qu'ils montrent, c'est des pingouins. Dans Alors, le on dit diapo, pingouin ou dans manchot les... Moi, je pense que c'est pingouin. Les manchots, c'est les grands, là. Avec, vous avez... Alors, je vais réexpliquer pour les auditrices et auditeurs. En fait, il dit penguin en anglais, mais en français, ils ont traduit par manchot. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes, hein, des fans d'animaux qui pourraient nous répondre, parce que je n'ai pas la réponse. On peut dire pingouin si vous voulez. Donc oui, en effet, il est fan de manchots, surtout ceux à la jugulaire, pas du tout flippants d'ailleurs, ce sont ses oiseaux préférés. Et sa sœur lui dit « Ouais bon, c'est bon, je vais mettre le sport. » Attention, la mère débarque dans la chambre et Sam elle demande aux enfants ce qu'ils sont en train de faire. Sam, donc, qui est toujours premier degré, sans filtre, il lui dit « Je remplis un profil sur internet et Kazé est en train de changer toutes mes réponses, donc elle est en train de mentir. » Donc la mère commence à leur parler de catfishing, je vous passe les détails, c'est pas intéressant. Je vous l'ai dit que je le dirai plein de fois dans cet épisode, c'est pas intéressant. Vous allez croire que je l'aime pas et vous avez raison. Donc Kazé dit « Au revoir maman », elle se casse et Sam a une drôle d'idée. Il veut faire une photo avec un être en particulier. Avec son animal de compagnie, qui est une tortue. Et comment elle s'appelle, sa tortue? Edison. Yes. Chapitre 7. Des souvenirs et du malaise dans le KGB. On est donc dans une espèce de KGB de pièces de rangement où sont stockés des cartons. La mère cherche des documents en fait pour aider, parce qu'elle fait partie d'un groupe en fait d'entraide de parents ayant des enfants autistes. Elle veut aider une camarade à elle cherche des pictogrammes en mode Monsieur Bonhomme quoi. Ça vous parle, mesdemoiselles? Oui. Ils sont plus jeunes que moi, ça va. Je vous passe les détails. Dans cette scène, on apprend que le père ne rêve que d'une chose. Et ça, c'est très précieux comme moment d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit le père à ce moment-là? Il veut qu'il lâche prise et qu'il se refasse un petit rencard. C'est assez triste ce passage parce que elle se rend compte qu'il est sérieux, sauf qu'en fait elle tient pas forcément à le faire. Du coup lui il joue le jeu, il dit qu'au final c'était pas sérieux, mais c'est assez triste. Parce que déjà on revoit encore comme la scène du repas que c'est elle qui gère globalement et que le père est un peu plus en retrait. Du coup il empathie quand même. Et là il essaie de tendre une perche pour que tout revienne un peu comme avant que Sam naisse. Mais la mère elle y tient pas particulièrement et c'est assez triste je trouve. Ouais, elle est devenue beaucoup plus mère que femme, quoi. Bah, surtout que, en fait, là, on comprend vraiment que le père de Sam prend Sam pour un adolescent de 18 ans et que la mère de Sam prend Sam pour un adolescent autiste de 18 ans. Pour le père, c'est complètement normal qu'il s'intéresse aux filles à son âge, mais pour la mère, ça ne l'est pas parce que pour elle, il est handicapé, en fait. Et c'est cette différence-là entre les deux parents, elle va être marquante vraiment dans la série, quoi. Ça va être vraiment leur point noir, quoi. C'est ce qui va amener une certaine forme de rupture et de décalage finalement entre comment mener l'éducation de nos enfants et quelle marge de liberté on peut leur laisser, en effet. Ouais. Mais la série ne parle que de ça. Ils sont chacun à un point de friction, en fait. C'est ça que j'aime dans cette série, c'est qu'ils sont, on en reparlera après, mais ils sont chacun à un moment charnière de leur vie, en fait. Chapitre 8, quand maman rencontre la psy. Donc là, on arrive direction le bureau de Julia, qui demande il y a la mère de Sam qui lui rend rendez-vous, qui lui rend visite, pardon. Elle lui demande si ça va, en gros, qu'est-ce que vous venez faire ici, quoi. Julia lui demande à la mère, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et la reine-mère explique que son fils lui a parlé du fait que vous lui avez implanté l'idée de le faire sortir avec quelqu'un. J'apprécie ce que vous faites, mais ça va compliquer le quotidien de mon fils. Donc bon, déjà, qu'il a du mal avec les conventions sociales, les échanges de banalités, tout sera amplifié avec les rencarts parce que Sam, on revient à ce que tu disais Alice, est très premier degré. Qu'est-ce que vous avez retenu sur cette scène? Est-ce que vous l'avez trouvé sympa? Est-ce que ça vous a parlé, cette rencontre entre la psy et la mère?
d'un certain côté, on peut comprendre la mère, qu'elle s'inquiète, parce que c'est quand même elle qui gère le quotidien et pas forcément la psy, même si elle a un rôle important. Mais parce que par exemple, la psy propose d'apprendre à Sam quelques stratégies pour mieux savoir se comporter, parce que il n'a pas ce savoir-faire, Sam. Et elle lui dit même qu'il y a 9%, je crois, des autistes qui se marient, mais pas par manque d'envie, mais par manque de savoir-faire, et qu'on peut leur apprendre. Et ça, elle le comprend pas forcément, parce que la mère, elle dit qu'il n'y a pas forcément de stratégie contre les cœurs brisés pour des autistes. Donc on peut comprendre la mère, mais on peut comprendre la psy aussi, de vouloir aider un autiste à avoir une vie plus normale, enfin plus commune, et aussi bénéficier de l'amour, parce qu'il a autant besoin d'amour que tout le monde en fait. Après voilà, après ça je me disais que je pouvais comprendre la mère, mais étant donné qu'en sortant elle fait des doigts d'honneur à la porte, je me suis dit bon, c'est que elle est pas trop contente quoi. Elle était complètement what the fuck cette scène, tu la vois pas arriver quoi, tu penses qu'elle a accepté ce qu'elle a entendu, et en fait pas du tout. Ah ouais, c'est comme ça, ben tiens, un doigt d'honneur. Une fois que la porte était refermée, Julia ne l'a pas vu. La mère est absolument contre, d'autant plus que ça fait 32 jours que Sam est en terminale et qu'il n'a pas fait de crise, donc pour elle ce serait un risque quoi, d'en arriver non, là. Je peux rajouter quelque chose. Très Pardon, court. excuse. Ouais. Non, en fait, pour moi, la mère, elle est pas très ouverte d'esprit, en fait. Dans le sens où Sam, c'est un adolescent autiste et c'est tout. Il ne peut pas avoir de relation amoureuse parce qu'il est autiste. Il ne peut pas sortir avec qui que ce soit parce qu'il est autiste. Et en fait, c'est plus on avance dans l'épisode et plus on comprend les différents caractères de chacun. Mais surtout, le fait que la mère, pour elle, elle est en train d'éduquer un adolescent qui est autiste et pas un adolescent dans un lycée qui est atteint d'autisme, et donc il faut une certaine adaptation, il faut certains aménagements quelque part. Mais moi, je trouve qu'on a toujours cette fracture-là, en fait, de Sam qui il est, quoi. Voilà. Ouais, elle lui laisse pas de chance de vivre des choses qui peuvent être bien. En une phrase, il est trop couvé finalement par sa mère. Ouais. C'est une vraie maman poule quoi. Elle est très soucieuse du moindre truc. Dès que le téléphone sonne, elle a peur de ce qu'on peut lui annoncer. Comme par exemple qu'il a traversé la route en fermant les yeux. Et c'est pour ça qu'elle n'envisage pas qu'il ait une copine, parce que s'il traverse pas les yeux ouverts, comment il pourrait avoir une copine dans les yeux de sa mère? Chapitre 9. Prendre des conseils de drague de merde et mal les appliquer. On retrouve Sam dans sa chambre. Notre Sam se documente et il se demande comment on fait pour pécho. Donc il va voir un gros lourd sur YouTube qui donne des conseils à base de bébé tu fais flipper avec tes gros yeux. Et il paraît que c'est avec cette phrase, la baise est garantie. Je suis pas sûr. On retourne dans le lycée et Sam est assis sur les marches d'escalier, donc il observe, il scrute comme ça, et il observe un autre mec qui balance pareil. Yo, la bombasse, ça sonne dans ta poche, c'est ton cul qui m'appelle. Sam note, il est super appliqué. Et sa sœur, et c'est vraiment un passage que j'aime beaucoup, et ça en dit long sur la relation entre Sam et sa sœur, il prend aussi des conseils auprès de sa sœur. Elle lui conseille quoi, sa sœur? De écouter ce que la fille peut dire, de pas parler de pingouin, et de pas fixer les seins de la femme aussi. Donc c'est un peu les objectifs, les conseils les plus réalistes et les meilleurs qu'il ait pu noter. Yo, Sammy. Right over there is making eyes. What? That chick. Bubble butt by the monitors. What about her? Dude, she's smiling right at you. Oh. So? Smile back. Really? Wow. You scared her away from across the store. Impressive range, dude. On est à Tektropolis. Et Zaïd débarque et dit à Sam qu'il y a une jolie rouquine qui est en train de le mater. Elle te regarde en souriant et Zaïd lui demande de sourire en retour. Sauf que, problème, qu'est-ce qui se passe? Sam lui fait peur en fait parce qu'il il sourit à sa manière et en fait il lui fait peur tout simplement. Oui, c'est un sourire crispé en fait. Il monte avec toutes ses dents. Ouais, et la mâchoire serrée comme ça, c'est assez flippant. Donc Zaïd lui dit bravo, t'as réussi à la faire fuir. Chapitre 10, Casey contre la grossophobie. On est dans le lycée, donc Casey fréquente le même lycée que son grand frère. Et on observe que quelqu'un a
mis un tag sur le casier d'une camarade de Casey. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette scène et me dire ce que vous en avez pensé? Je l'ai baptisé Casey contre la grossophobie. Est-ce que c'est un bon résumé, ça? Contre le harcèlement de manière générale, en fait, parce que on arrive par derrière avec la caméra, j'ai envie de dire, et en fait, on voit un groupe de personnes qui est devant un casier, les casiers typiques américains qui sont dans les couloirs, et il y a écrit en gros au feutre sur un des casiers orque, une l'orque. Et en fait, en zoomant et en s'approchant, on comprend la personne, enfin, on voit la personne qui est visée, on voit que c'est une personne en surpoids, on voit qu'elle est complètement abattue, et qu'elle est complètement abattue face à des ados, les ados typiques populaires des lycées américains. Ouais, je suis trop belle, je suis trop populaire. Mais c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment les clichés purs et durs, quoi. Et en fait, on voit alors, je crois qu'elle s'appelle Bess, qui est complètement abattue en face de merde, j'ai pas d'autres mots, mais qui sont là à rigoler, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que Casey, elle intervient. Et Casey ne se gêne pas pour foutre un poing dans la tronche de la fille qui fait genre, je me demande bien qui a noté ça, évidemment que c'était elle. Donc elle s'est pris un poing dans la gueule par Casey, très bien joué. Boum, revoix off, Sam qui nous explique que parfois, je crois que j'ai trop avancé. Qu'est-ce que j'ai dit? Après, il y a un retour, et elles retournent tous à la maison. Et, oui, pardon. Et voilà, Casey se fait engueuler, en fait. Oui, elle se fait engueuler par sa mère. Et ensuite, elle va courir et il y a Bess qui lui ramène un gâteau au chocolat pour la remercier. Exactement. Ouais, mais il y a un truc assez fort avant ça. Il y a un truc avant d'abord. Donc en fait, Casey se fait engueuler par sa mère, lui dit c'est pas bien. Et là, en fait, elle dit Casey pour se défendre, non mais de toute façon elle le méritait, c'est une conne. Donc c'est Bailey en fait qui avait noté sur le vestiaire cette insulte. Elle dit mais de toute façon c'est une conne. Et notre ami Sam, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Déjà, il était complètement ailleurs, en train de mettre la table avec son protocole pour mettre les couverts, l'assiette, les verres, etc. Et en fait, ce mot va capter son attention et va se répéter dans sa tête indéfiniment, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il nous explique une autre caractéristique de son autisme, qui est que y a des mots qui peuvent rester dans sa tête sans s'effacer et en se répétant. Et ressortir un moment improbable, chapitre 11, Casey et son gâteau au chocolat. Casey rentre de son running nocturne, ça arrive plusieurs fois dans l'épisode ça, et tombe sur Bess, la fille qu'elle a aidée. Et qu'est-ce qui se passe là? Tu l'as raconté Salomé tout à l'heure. Ouais, du coup il y a Bess qui vient lui ramener un yaourt au chocolat par Marcier, avec son frère, le fameux. Et à ce moment-là, il y a Sam qui sort et qui dit le mot comme ça. Du coup c'est assez marrant parce que c'est ça. Donc on s'y attend pas et du coup Evan il est pas trop content parce qu'il comprend pas. Et du coup Casey va la défendre, enfin défendre Sam. Et on voit aussi que en rentrant, en fait elle le défend, mais elle aussi va lui donner des petites tapes en l'insultant, mais en gros c'est la seule à avoir le droit d'embêter son frère. Et je trouve ça assez mignon parce que ça ajoute On avait dit qu'il avait une bonne relation avec son meilleur ami, mais en fait il a une relation avec chaque personne. Et avec sa sœur, c'est assez bien parce que elle pourrait en avoir rien à faire de lui et faire sa vie, mais en fait elle s'en occupe et elle plaisante avec lui et elle le défend. Ouais, parce qu'elle se comporte véritablement comme une grande sœur alors que c'est la cadette. Elle le protège, elle est aux petits soins avec lui, elle le taquine aussi. Il y a une vraie belle relation entre les deux. Je précise que dans cette scène, on rencontre Evan, donc qui est le frère de la fille qui a aidé Casey. Et Evan est très important pour la suite. Chapitre 12, séance de conseil drague chez la psy. Julia vient aux nouvelles et demande comment s'est passée cette semaine. Sam dit qu'il a toujours pas de rencard, qu'il a fait fuir une fille. Mais Julia revient surtout sur comment t'as fait pour faire fuir parce qu'il ne comprend pas. Donc il y a toujours ce souci d'explication parce que il a pas tous les codes, hein, Sam. Et c'était concernant notamment le sourire. Il a lu dans un bouquin que la drague c'était un sourire et un contact visuel. Donc Julia lui donne des clés. Que penser de cette scène? Elle est vachement chouette, cette scène, encore une fois. C'est une mise en situation. Julia, elle comprend tout de suite ce qui va pas, mais elle veut pas non plus le vexer. Elle veut pas non plus... Elle est toujours très douce. Il y a quand même une relation très... ils sont très proches, même si c'est une professionnelle face à un de ses patients. C'est toujours très proche, etc. Et en fait, elle va lui apprendre à faire le contact visuel et à apprendre comment sourire.
Et donc, il va encore plus prendre des notes sur son cahier. Et arrêter ces conneries de youtubeurs de voilà, merde. et enrichir encore sa façon de faire. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette scène, c'est qu'elle sait vraiment comment lui parler, et on va savoir plus tard pourquoi, en plus du fait que c'est une professionnelle, parce que pour le sourire, elle va lui dire un pourcentage de diminution du sourire, pour que, vu qu'il est très carré dans sa tête, le fait de dire par exemple, ouais, ton sourire, il faut qu'il diminue de 70%, et que tu fermes, qu'on voit pas tes dents, on voit vraiment qu'elle arrive à lui parler, et à formuler les phrases d'une manière à ce que ça soit dans son fonctionnement à lui aussi. Ouais, elle s'adapte et elle, quelque part, elle vulgarise, elle simplifie son langage de façon à ce que ce soit intégré parfaitement par Sam. Chapitre 13, dîner malaisant entre les parents. Le dîner se passe plutôt bien et la reine-mère remarque que le couple à droite, c'est leur premier rendez-vous et c'est le pire du monde. Sauf qu'elle ne sait pas encore que son rendez-vous à elle va partir en vrille. Pourquoi ça part en vrille, en quelques mots ? Ils se rendent compte que ça leur fait du bien et elle va reprocher au père de ne pas avoir été là pendant quasiment 18 ans, que c'est elle qui a géré pendant 18 ans Sam. Et donc après ça va dégénérer parce que c'est vrai qu'il a eu du mal quand Sam est né à créer une relation avec lui parce qu'en fait il avait personne dans son entourage qui lui ressemblait. Mais il n'a pas non plus pas été présent parce que quand il a eu 8 ans, il lui a créé un igloo. Et en fait Sam il n'a pas voulu rentrer dedans parce que les blocs n'étaient pas parfaitement alignés. Et du coup, c'est vrai que ça l'a un peu blessé, du coup. Et il avait mis 19 heures à le fabriquer, donc c'est quand même... c'est pas un détail. Ce qui a contribué à créer un fossé entre le père et le fils. Encore une fois, c'est vraiment qu'il voit Sam de deux façons différentes, quoi. C'est-à-dire que Sam... malgré son autisme, il va quand même aller à la fac, il va quand même rencontrer des gens, dont des filles, avec qui il va possiblement sortir. Et en fait, elle dit, la mère, elle va dire, on ne pourra plus le protéger, en fait, quand il va continuer sa vie et on ne pourra plus avoir ce rôle protecteur de parent. Et en fait, il voit les choses complètement différemment parce que pour le père, Sam, c'est juste un adolescent normal qui est en train de construire sa vie et qui est en train de grandir. En même temps, il dit à la mère que c'est pas le seul à avoir un fils autiste, parce que lui aussi, il doit vivre avec ça, et il doit justement réagir différemment par rapport à ça. Et c'était une phrase assez forte, je trouve, parce que c'est vrai que dans un couple, c'est pas parce qu'il y a une personne qui s'en occupe plus que l'autre n'est pas touché par ça. Autiste ou non, on parle du fait qu'un enfant puisse être plus proche d'un parent que d'un autre, en fait, tout simplement. C'est aussi ça que ça sous-entend, cette partie-là, c'est comme ça. Casey est beaucoup plus proche du père que de la mère, alors que Casey est une neurotypique, et Sam, qui est autiste, est plus proche de la mère plutôt que le père. C'est ainsi, c'est comme ça. En fait, c'est ça qui me plaît dans cette scène, c'est qu'on fait que baliser comment la famille fonctionne. J'ai l'impression de dire des conneries, vous ne réagissez pas, ça m'inquiète. Bon bref, chapitre 14. Je dois dire des choses bêtes, c'est pas grave. Non, mais c'est hyper juste. Mais je pense même que Sam soit autiste ou pas, en fait. Qu'il y a ces rapprochements-là. Ouais. C'est pas parce qu'il est... C'est ce que je décris, justement, en fait. Que tu sois neurotypique ou autiste, on parle juste de comment fonctionne la famille, quoi. Chapitre 14, quand Evan rencontre Casey, deuxième partie. Evan est de retour pour venir chercher le moule à gâteau, vous vous souvenez, qui a été offert à Casey. Mais Evan, en fait, c'était juste un prétexte. Il vient clairement pour lui proposer quelque chose. Un date très américain. Pas de... Ouais, un date. Ouais. Sauf que Casey le rembarre. Elle aime pas les distractions. Elle fait tout pour décrocher une bourse et se barrer de là où ils sont. D'ailleurs, on sait pas vraiment où ils sont. C'est une petite ville des États-Unis, mais on sait pas la situer. Oui, c'est vrai ça. Non, ils le disent jamais, je crois. Enfin, ils doivent le dire avec le nom du lycée, peut-être. Et Evan, par contre, il a un comportement un peu... Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais Evan se défend en disant qu'elle risque de changer d'avis car il est plutôt du genre attachant. Le attachant, j'utiliserai un autre adjectif qui finit par « en », c'est insistant. Lourd. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais je trouve ça très américain, pour le coup. Ça, c'est vraiment le truc très série américaine, très film américain d'ado. Ouais, tu veux pas maintenant, mais tu voudras plus tard, tu verras. Mais je trouvais ça presque banal, en fait. Presque, ça passe inaperçu, en fait, je trouve. Ouais, Casey et Evan sont interrompus par quelqu'un, pas n'importe qui, Sam, qui alerte. Il a trouvé un date, une fille pour un date, sur le net. Et là, on a des infos sur Brie. Qu'est-ce qu'on apprend sur elle ? Qu'elle a un chat qui s'appelle Simba.
Oui. Simba, qu'elle aime les taquitos vegan, je sais pas ce que c'est. Et Sam demande si elle pourra se débarrasser de son chat parce que les chats c'est pas son truc. Hein. Sam veut l'emmener en rencard, pas n'importe où, à son boulot à Techtropolis. Il veut aller dans un endroit où il se sent à l'aise. Et Casey essaie de le rassurer comme il peut, hein, par l'idée en fait que la fille, Brie, lui propose un café plutôt que c'est mieux qu'un rencard sur un parking quoi. Et il est Ce qui est stressé. marrant, c'est qu'il dit qui prend un café alors que c'est un peu le rendez-vous lambda. c'est plutôt l'inverse. Qui prend un rencard, qui a un rencard dans un magasin électroménager. Sauf que lui, il s'en rend pas compte parce que pour lui, c'est sa normalité, le magasin, c'est son univers. Et sa sœur se moque un peu de lui en disant non mais de toute façon ça va être un fiasco, t'as raison. Chapitre 15, un café beaucoup trop stressant. Ça se passe comment avec Brie? C'est clairement déjà un nouveau défi pour lui. Il a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et en fait, ce qui fait que ça se passe mal, il craque et il y a un petit peu ces tocs qui vont prendre le dessus, qui fait qu'il va complètement paniquer. Il va même lui demander en face d'elle de se débarrasser de son chat. Tu vois. Alors qu'on lui avait dit, ne le fais surtout pas, ne demande surtout pas ça. Et en fait, ça a complètement pris le dessus à cause de la panique. Il fait tout ce qu'il faut pas faire, il récite ce qu'il a entendu dans le lycée, les blagues de youtubeurs, bref, c'est un échec. Vous avez trouvé ça marrant, gênant? J'ai trouvé ça triste, parce que... Un peu triste, ouais. Lui, il pensait faire la bonne chose. Il n'a pas su faire la différence entre les bons conseils de sa psy et de sa sœur contre ce qu'il a vu sur YouTube. Et on le voit même entre deux phrases qu'il cite, qu'il réfléchit et qui cherche ce qu'il peut faire de bien pour que ça se passe bien avec la fille. Mais en fait, du coup, il sort les mauvaises phrases. On voyait qu'il était préoccupé par ça et les phrases sont drôles, mais venant de lui, c'est triste parce que il a pas su faire le tri en fait. Et c'est pas de sa faute, mais il s'en rend pas compte. Dans cette émission, c'est moi qui sors les saloperies, donc aucune des deux filles ne veut se mouiller pour le dire, donc je vais le dire. Yo mamacita, your ass is on the phone. C'est nul, c'est complètement nul. Bref, c'est un échec. Chapitre 16, les tétons de Zaïd et le retour de la jolie rousse. Alors je tiens juste à préciser une chose avant qu'on me tombe dessus. Il y a certains personnages, nous on parle de la façon dont ils sont façonnés aussi, la façon dont ils sont écrits, la façon dont ils sont présentés. Je dis la jolie rousse ou la rouquine ou Ginger parce qu'on n'a pas son prénom. Je ne sais pas si vous avez relevé ça. Donc je tiens à le préciser avant qu'on me tombe dessus. Bon bref, alors je préfère le préciser. C'est comme ça qu'elle est écrite. Et on est à Techtropolis, Zaïd dit au revoir à Sam, mais il doit vérifier si on voit bien ses tétons à travers sa chemise, parce qu'il s'est foutu devant la clim, n'importe quoi. Il prend des infos auprès de Sam, et là, la jolie rousse est de retour. Et là, Zaïd le pousse, Sam, allez vas-y. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y va. Mais déjà, il va lui parler d'imprimante. Mais là, pour le coup, l'approche, elle était plutôt... C'était plutôt mignon, en fait. Enfin, c'était super à voir. Il va lui parler d'imprimante, il va pas bégayer, il va lui parler, bah tiens, prends celle-là plutôt que celle-là, tiens, celle-là, elle est vraiment pourrie par contre, voilà, je te conseille celle-là. Et après, bah écoute, je suis pas venue là pour te parler d'imprimante, mais est-ce que tu aimerais sortir avec moi? Dans le sens, encore une fois, de un date à l'américaine. Et en fait, moi, j'ai trouvé cette scène super parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est deux ados, quoi, encore, tu vois. Enfin, c'est vraiment mignon. Et il a réussi à prendre le pas sur... et à effacer un peu cette dernière expérience qui était un vrai fiasco pour avoir un rendez-vous avec une jolie fille qui croise dans son magasin, qui est aussi un peu son repère. Il se sent en confiance dans celui-là. Il se sent en confiance, ouais, c'est ça. Et ce qui fait que ça l'a sûrement aidé ça lui a fait pousser des ailes, quoi. Moi, j'ai bien aimé. J'adore quand vous êtes bilingue, vous arrivez à lire sur les lèvres de Zaïd, enfin quand vous comprenez un minimum l'anglais, on arrive à lire sur les lèvres de Zaïd qui dit « Ask her out ». J'adore, il le pousse pour qu'il se lance, j'adore ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, mademoiselle Salomé? Elle dit oui ou elle dit non? Elle accepte. Et c'est vrai que comme l'a dit Alice, il a plutôt bien réussi sa présentation. Et comme on l'a dit plusieurs fois au début, c'est quand il a même pas réfléchi en fait. Et les fois où il a réfléchi, c'est quand il a dit les fameuses phrases qui sont pas forcément les meilleures pour aborder une personne. Et c'est là, quand il est complètement naturel et honnête, et lui-même, qu'il a réussi à faire en sorte qu'une fille accepte d'être avec lui, que ça se passe bien. Enfin, pour le début. On verra la suite plus tard. Chapitre 17.
des excuses, de la danse et direction le bar. La reine-mère s'excuse de son attitude de merde pendant le dîner malaisant, dit à son mari que c'était une excellente idée. Le père lui offre une séance de danse, je sais pas si c'est de la Zumba ou un truc dans le genre, je sais pas trop ce que c'est. Bon, je vous passe les détails, c'est une scène de danse, on la voit s'éclater, elle se prend des compliments qu'elle ne mérite pas d'ailleurs parce que le personnage est odieux. Bref, le personnage est pas très sympathique, je suis un peu dur, pas sympathique. Et elle se met à discuter avec un barman que je suppose, mesdemoiselles, vous avez trouvé plutôt mignon. Bah même pas. Hein? Bah, c'est un cliché, encore. Enfin, c'est vraiment le cliché du barman. Moi, c'est marrant que tu dises ça. Bah, ouais. non, je sais pas. Moi, pour le coup, tu vois, quand je vois ce genre de scène, une mère de famille qui va vraiment... Enfin, qui redevient une femme en faisant une activité que pour elle, qui finit dans un bar, t'as toujours le même type de gars. Tu vois, genre vraiment, il est là pour payer ses études ou je sais pas pourquoi il est là, mais c'est vraiment toujours le barbu. Voilà, il va faire de la muscu, il va faire... Je trouve ça très américain encore, tu vois. Ouais, et puis il a une voix particulière, je trouve. Enfin, sa vraie voix. Elle est très basse, très... On dirait un souffle, en fait, un peu sa voix, je trouve. C'est assez particulier. Ah oui. Oui, en tout cas c'est un beau parleur, il discute bien au point de lui offrir un verre. On va y revenir plus tard. Chapitre 18, deuxième rencard de Sam. On est sur le parking de Techtropolis, Sam mange une pizza avec la jolie Rookie, la jeune demoiselle qui a accepté son rencard. Elle pensait que Sam plaisantait sur le lieu du rencard, là. Elle était un peu étonnée que finalement ça se fasse là. Et là, ils ont un échange des plus honnêtes. Qu'est-ce qui se passe pendant cette scène? La rousse, elle veut en savoir plus sur Sam, du coup il lui énumère plusieurs choses, entre autres qu'il est puceau, et c'est la seule chose qu'elle va retenir de tout ce qu'il a listé, du coup elle va essayer d'y remédier. Et oui, elle le trouve drôle et elle lui demande si c'est vrai qu'elle a jamais couché, en effet il confirme. Et ben ça va se faire, mais ça on le verra plus tard. Chapitre 19 d'abord, Evan retente sa chance. Vous voyez, en plus quand c'est chapitré, on se rend d'autant plus compte que le mec, il demande à caser, donc Evan, c'est, je vous le rappelle, le frère de celle qui a défendu Casey, il demande s'il souhaite sortir avec elle, encore une fois, toujours une fois qu'elle rentre de son running. On n'est pas loin du stalker quand même, non? Autour du chocolat, toujours autour du chocolat. Oui, là c'est avec une barre de chocolat. Il la trouve trop fine et je sais pas. Et donc, d'ailleurs, elle lui demande, Casey, mais pourquoi tout le monde veut me donner du chocolat dans votre famille? C'est quand même chelou. Bon, voilà, c'est une scène un peu mignonne. D'ailleurs, Casey lui demande quelque chose à Evan. Elle lui demande, mais pourquoi tu veux sortir avec moi? Ouais, parce qu'elle se laisse pas faire, quoi. Parce que c'est une tête... C'est une vraie tête dure, quoi. Une tête d'âne. Elle a du caractère, quoi. C'est ce qu'il lui dit. Et justement, c'est ce qui plaît à Evan, qui lui répond que peu de gens ont le courage de répondre au con comme elle l'a fait, donc c'est ça qui lui plaît. Chapitre 20, la reine-mère est bourrée. On retourne dans le bar, elle est toujours là en train de taper discuter avec le barman. Je vous passe le blabla, c'est pas intéressant, je me répète dans ce podcast, désolé, mais c'est vrai. Franchement, vous avez trouvé la mère intéressante dans ses interventions, tout au long du pilote. C'est marrant, elle devient plus intéressante après, mais je trouve que dans le pilote... moi, je l'ai... on fait connaissance, en fait. On voit qu'elle navigue entre deux eaux. Est-ce que je reste dans ma vie bien rangée de maman ou est-ce que je me laisse aller un peu? Oui, parce qu'à un moment donné, elle dit, bon, il est temps que je retourne à ma vraie vie, comme si c'était un fardeau. Et 2 secondes après, elle dit, mais je l'adore, ma vie. Mais du coup, elle est partagée, elle a envie de retrouver sa vie d'avant, où elle faisait de la danse, elle était populaire. Alors que là, sa vie a complètement changé, ce qui est normal. Déjà, quand on est parents en temps normal, mais encore plus là. Et... elle est partagée, quoi. Et elle est face à ce barman qui a une vie complètement opposée à la sienne, qui fait ce qu'il veut quand il veut, il dort, il a des nuits longues. Ouais, ils ont pas du tout le même train de vie, quoi. Donc a priori, ils ont rien à faire ensemble, ces deux-là. Bon, chapitre 21 que j'ai baptisé, vous m'excuserez mesdemoiselles, le non-dépucelage. Je la décris la scène parce que je vois pas Salomé la décrire, là. Non, mais c'est... Tu veux te lancer ? Ouais, pourquoi pas. En fait, on a entre autres une voix de Sam, le coup, qui explique que le toucher le rend nerveux et qu'il n'aime pas la douceur. Et en même temps, on a la fille qui s'approche, qui commence à le caresser doucement, justement, et que lui, il aime plutôt la pression. Et... Le bras, voilà. Y a rien de... C'est ça, il y a rien de... Oui, c'est light. C'est light. Et donc ça avance, on voit qu'il commence un peu à stresser, et que ça commence un peu à monter, et au final,
il finit par la pousser du lit. Et là, elle lui demande si justement c'est un attardé ou si son cerveau fonctionne correctement. Mais il part, en fait. Encore une fois, c'est assez triste parce que je pense qu'on se rend pas compte. On a tendance à dire, par exemple, quand on dit que quelqu'un il est fou parce qu'il fait quelque chose, ou il ose faire quelque chose, des fois on a l'habitude d'utiliser des mots au quotidien qui on se rend compte qu'en fait ça a complètement rien à voir avec le sens original. Et je trouvais que moi personnellement, ça m'a fait poser la question si des fois j'utilisais les bons mots pour... sans que ça soit trop... Les mots ont un sens, les mots ont un poids aussi, il y a des mots qui peuvent faire mal. Et ça fait extrêmement mal à Sam, ce que cette fille, la rousse, lui envoie à la tronche. Et j'aime tellement l'habillage musical qu'il y a à ce moment-là, ce piano est magnifique. Et c'est une musique d'ailleurs, une ritournelle que vous entendrez sur les 3 saisons et qui marque des moments clés dans les épisodes, et je trouve ça fabuleux. Oh hey! There he is, the twat guy. What's wrong? Sam? Here, what's that? Hey, dude, don't feel too bad. The first time's always a shit show. My first time was on a ping pong table and it collapsed like 2 seconds in. My balls got all wrapped up in the net, really freaked her out. How about you, Case? Was it crappy your first time too? Okay, gross. I'm not discussing my sex life in front of my brother. Not that there's anything to discuss. Alice, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je vous rejoins tous les deux complètement. C'est vraiment dans l'énervement, les mots ils perdent leur sens, quoi. C'est-à-dire que Sam, il s'est jamais présenté en tant qu'adolescent autiste envers cette jeune femme. Elle ne le sait pas. Pour elle, c'est juste un ado qui est marrant, qui est très très honnête et qui n'a jamais couché avec qui que ce soit. Mais à aucun moment, c'est un ado autiste. Et donc, en fait, la musique, elle va vraiment, pour le coup, là, marquer le retour à la réalité, la claque qui va retourner... Pour moi, c'était plus ça qu'un accompagnement. C'était vraiment, là, on vient de se prendre une claque dans le sens où Sam a un problème. Il vit très bien avec ce problème, mais il ne vit pas très bien avec tout le monde, quoi. Il y a toute une adaptation à faire et c'était vraiment marquant, pour le coup. On change vraiment d'émotion à ce moment-là. Complètement. On arrive à ce mal-être qui est le sien, il rentre chez lui et il tombe sur Evan et Casey qui sont en train de discuter devant la maison. Et Casey voit que ça va absolument pas. Et d'ailleurs, Evan m'a fait rire en disant « Hey, Twilight Guy !» Le mec qui est... Comment ils l'ont traduit là ? Le blasphémateur. Ils l'ont voilà. En sous-titre, c'était écrit ça. N'importe quoi. Donc c'était plutôt marrant, mais on arrive à quelque chose que je trouve extrêmement touchant. Et en plus, il le fait pas du tout par opportunisme, Evan, parce qu'on sent qu'il a une certaine sensibilité. Il essaye de désamorcer tout de suite ce que Sam s'est pris dans la tronche, en fait, concernant justement cette question de la normalité. Il lui dit 2 choses. Il lui dit que déjà, la première fois, ça se passe rarement très bien. Pas toujours, quoi. Donc que c'est normal que pour lui, ça soit pas forcément bien passé. Et aussi que personne n'est normal. Encore une fois, il y a cette notion que tout le monde est différent et tout le monde est pas forcément normal, parce que ça dépend de chacun, de ce qu'on considère comme normal. Et... Du coup, il est vraiment touchant, je trouve, Evan. Il gagne des points là dans la série, je trouve. En fait, il raconte sa première fois, Evan, en disant que il l'a fait sur une table de ping-pong, tennis de table, et que des boules se sont prises dans les filets, mais c'est pas les boules pour jouer au tennis de table. Bref, donc c'est les siennes. Bref, la classe. Je t'ai dit, Alice, qu'on était dans un podcast classe ou pas ? Ah oui, d'ailleurs, il fait un parallèle, Sam, toujours avec les pingouins. Il parle d'un prof qui lui a appris que quand les manchots copulent, ont des rapports, ils restent en couple à vie. Sauf que c'est pas toujours le cas, et on revient tout de suite vers le bar où la mère continue de traîner avec ce barman. Il y a la scène du Top Shot avant, sur le lit de Sam qui est complètement en pleurs, et il y a le père qui arrive. Et après, on cut sur la scène où encore il est chez le psy, où il raconte justement ce... Voilà. Le plan sur le père, il est bien parce qu'on voit qu'il se préoccupe de Sam, mais qu'il sait, en se mettant un peu à sa place, que Sam, il a peut-être envie d'être seul à ce moment-là, et il va trouver une autre opportunité pour lui parler, mais on voit qu'il est attentif.
le père à ce Et moment-là. justement, quelle opportunité il choisit le père. Il opte pour quoi? Pour essayer d'ouvrir le dialogue finalement et de créer un lien. Il l'emmène à l'aquarium. Exactement. À l'aquarium et ils s'assient tous les deux en tailleur. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi là, ce moment très intime. Ils se mettent tous les deux en tailleur en face de comme une petite fenêtre qui mène, qui nous donne la vision directement sur les pingouins qui sont en train de nager. Bah, c'est un peu un moment leçon de vie, quoi. Un peu un moment discussion père-fils, mais une discussion complètement normale, en fait. Complètement... on oublie un peu son handicap. Et Sam, il est en train de vivre ses premières expériences de vie. Et en fait, il n'y a que le père qui est là pour l'écouter et pour le prendre pour quelqu'un de complètement normal et qui va répondre à ses questions de façon complètement Et normale. il est même admiratif de son fils qui a eu le courage de se lancer. Il est fier de lui. Et il y a une phrase qui dit que j'ai trouvé intéressante, c'est que Sam, il est quand même très intelligent et il a une certaine connaissance du coup dans l'Antarctique et il va parler de choses ou même du fait qu'il veuille retourner dans le temps pour voir d'autres choses. Et le père, il reconnaît que Sam maîtrise des choses que lui, non. Mais que lui, par contre, il maîtrise plus les femmes, du coup. Et il lui dit qu'un jour, il rencontrera quelqu'un qui saura le voir comme il est et qui l'aimera. Et il y a même un moment comique parce que il lui dit que ça sera la personne la plus chère qu'il a. Sauf que là, sur le coup, la personne la plus chère qu'il considère, donc son meilleur ami, entre autres, c'est sa tortue. Et du coup, c'est ça. Et du coup, il se dit qu'il va peut-être pas forcément fréquenter avec sa tortue, mais que du coup... On tombe dans la zoophilie, là. C'est ça fait 2 épisodes de PPP que je fais, ça fait 2 fois qu'on parle de zoophilie, vous allez vous calmer maintenant. Alors là, on arrive sur la toute dernière scène, on est chez le psy, Sam raconte tout ça. Julia dit, ça ne m'étonne pas que vous ayez cette conversation parce que c'est facile de parler avec toi. Et Sam lui répond la même chose, c'est facile de parler avec vous, sinon vous seriez en faillite, madame. Enfin, vous seriez en faillite, Julia. Et dans la dernière scène, Sam fait une drôle de tête. Vous pourriez la décrire comment, cette expression-là? Et ce qui va suivre d'ailleurs derrière? Il a comme une révélation. Ouais, c'est ça, c'est qu'il va se rendre compte de quelque chose, ça va faire un tilt dans sa tête. On comprend pas tout de suite quoi, en fait. Enfin, là, on le sait tous les trois parce qu'on a vu la suite. Mais si on considère le fait qu'on n'ait vu que le premier épisode, on comprend pas trop ce qui se passe. Parce qu'ensuite, il va sortir cette phrase où il va dire je suis d'accord pour vous donner mon cerveau. Et en fait, à partir de la scène où on parle que les manchots ont un partenaire tout au long de leur vie, ça va suivre la séquence de l'aquarium et cette séquence-là où il dit en fait que quand un manchot est intéressé par une... Je sais pas comment on dit, un autre manchot, oui. Voilà, une femelle, il va lui faire un cadeau. Et que du coup, normalement c'est un galet, mais il va pas lui offrir un galet, et que du coup, ils lui font une offrande. Et lui, il va décider de faire une offrande à sa psychologue, qui est du coup son cerveau. Et donc on peut supposer que c'est cette personne qui l'intéresse et qui va éventuellement tenter de conquérir. Et voilà. Du coup, après, l'épisode est fini sur ça. When a male Gen 2 penguin chooses a mate, he makes an offering. He finds a pebble, often taking the time to find the smoothest one, and presents it to the female. I'm a human, so it would be weird to offer a pebble. Julia, I've decided I want to give you my brain. Really? After I die. Oh, Sam, that's so great. You're gonna help so many people. Good smile. It's not creepy at all. I've been practicing. Yeah, I can tell. If the female places the pebble in her nest, she accepts him as a mate. And as you already know, penguins mate for life. C'est ainsi que se termine le pilote d'Atypical. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. C'est très simple, c'est comme un conseil de classe. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note qui doit aller entre 0 et 10. Alors, contrairement au premier épisode dans Fleabag où j'étais un peu plus fermé, vous avez le droit de mettre des notes en et demi,
4,5, 7,5, 8,5, vous mettez ce que vous voulez. Mais je vous donne quand même l'échelle de notation qui a été piquée sur le quotidien de l'équipe. Donc 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Je rappelle cette règle. Aujourd'hui, alors Alice, toi et moi, on a fait déjà un podcast. Oui. Donc toi et moi, nous allons avoir un coefficient 2. Comme c'est la première fois que Salomé fait un podcast avec moi, que je l'ai traumatisé aujourd'hui, la pauvre, ce sera un coef 3. D'accord, Salomé ? Ok, pas de problème. Juste un petit rappel, Fleabag avait fini avec une note globale de 7,71, donc on va voir quelle note va recevoir Atypical. Alors, quelle note tu mets, toi, Salomé, pour ce pilote d'Atypical ? Moi, ça serait 8, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Le premier épisode, je trouve qu'il présente bien chaque personnage. Et pour avoir vu la première saison, je trouve que les personnages sont vraiment bien présentés, parce qu'on va vraiment peaufiner chaque intrigue que chaque personnage va avoir. Et dès le premier épisode, je trouve qu'on a déjà... on sait quel personnage on aime et quel personnage on n'aime pas forcément. Et en fait, ça se confirme au reste de la série. Donc c'est que les personnages sont vraiment bien présentés. Et l'histoire est très bien abordée, je trouve. Ça peut être subtil, c'est quand même léger. C'est quand même, à certains moments, important dans la subtilité de certaines phrases, certains dialogues qu'on a pu développer là dans l'épisode. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé continuer et j'ai hâte de voir du coup la suite de la saison 2 et je suis vraiment contente de l'avoir commencé. Tu vas te transformer en diseuse de bonne aventure. Comment tu vois la suite là, par rapport à là où tu en es? Là, tu es au début de la saison 2, donc on peut le dire, c'est pas un gros spoil, hein. Evan et Casey sont ensemble, il y a une rupture au niveau du mari et de la femme. On va pas en dire trop hein, pour ceux qui n'ont pas découvert la série. Oui, il y a l'émancipation de plus en plus grande de Sam aussi, même sur le plan sentimental. Donc j'aimerais beaucoup savoir comment tu imagines l'évolution de la famille, de Sam, tout ça, très rapidement s'il te plaît. Comment tu vois les choses évoluer? Bah déjà, la séparation des parents, elle était vraiment prévisible au vu de leurs divergences qui s'accentuaient de plus en plus. Je pense pas forcément qu'ils vont retourner ensemble. Intéressant. Pour je Evan... ne dirai rien là. Bon, la dernière fois j'ai rigolé, j'ai tout foutu par terre, là je ne dis rien. Pour Evan et Casey, je sais pas... Enfin, je me suis un peu spoilée, donc je sais la fin. Mais je pense que c'est un peu... Ça va être assez solide de ce qu'il va y avoir dans la saison 2, je pense. Tu penses qu'ils vont rester amis ou pas? Je pense, ouais. Parce qu'il y avait quand même une bonne communication qui s'était instaurée entre eux. Et je pense que quand même, ils aiment bien la personnalité de l'un de l'autre. Donc je pense que potentiellement, ils peuvent rester en contact après, même en fonction de la suite de leur relation. Donc voilà. Et sur Sam, je pense pas qu'il finira avec sa psy. Déjà, il finit pas forcément avec sa psy dans la saison 1, mais vu qu'elle est quand même plus âgée et qu'elle tient peut-être pas forcément à sortir avec lui, étant donné que c'est son patient, donc je suis pas sûre qu'ils vont finir ensemble. Est-ce que tu penses que Sam va avoir une petite amie à un moment donné? Bah je sais pas. Parce qu'une bonne morale serait qu'il en a pas et qu'au final, ça viendra quand ça viendra, qu'il n'aura pas besoin forcément de chercher. Ça serait une bonne morale, je pense. Voilà, ce genre d'histoire qui finit pas comme on attend, il va pas forcément finir en couple, on verra, je sais pas, mais je pense que ça serait une bonne fin. Moi, qu'il arrive à se développer individuellement et que ça lui tombera dessus quand il rencontrera la bonne personne, comme lui a dit son père, qu'il rencontrera la bonne personne au bon moment, qu'il appréciera, et sans forcément qu'il cherche. Et là, Alice va valider, il y a du bon, il y a du moins bon, hein, dans ce que vient de dire Salomé dans les prédictions. Non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, c'est intéressant parce que il y a le truc de vraiment du cliché du lycée, comme quoi, dès que tu es au lycée, tu dois avoir ta première copine, ton premier copain, et que tu as cette pression, comme quoi si tu ne le fais pas, si tu ne te mets pas dans... Même au-delà du sexe... Non, mais même au-delà du... Sans parler de sexe, forcément, mais même si tu ne rentres pas dans le moule et que tu n'as pas un copain, copine, etc., ben, t'es tout de suite mis à part. Et donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, moi, je trouve, parce que, certes, Sam, il est autiste, mais c'est un adolescent qui va vivre ses premières expériences. Et en fait, est-ce que, parce qu'il est autiste, il a le droit d'avoir une copine ou il n'a pas le droit de l'avoir? Est-ce que, parce qu'il est autiste, il va avoir des problèmes pour ça? Tu vois, moi, je trouve ça chouette comme réflexion.
Ça se trouve, il va sortir avec une autre autiste. Ah bah tu verras, on dit rien. Nous on balance pas. On n'est pas des balances ici. Alors, on a bien noté, Salomé, donc ta note c'est 8, donc c'est pour toi un très bon pilote. Quelle note va attribuer Alice à cet Atypical, ce pilote d'Atypical ? Moi, je vais mettre un tout petit peu en dessous, je vais mettre 7. Ah, vous n'utilisez pas les ennemis, tiens, c'est intéressant. Donc 7, pour toi c'est un bon pilote. C'est Pourquoi ? un bon pilote parce que déjà, on est tout de suite dans une bulle très réconfortante, on a des choses qu'on connaît, les personnages sont vachement bien écrits, même si on les connaît que très peu pour l'instant, mais ils sont vachement bien écrits, ils sont attachants. Même la mère, certes, on l'aime pas trop tout de suite, mais bon, on sait qu'elle a quand même un bon fond. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup les personnages. Et pourquoi 7 et pas plus ? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses pour un 30 minutes. C'est-à-dire on est d'accord. On est quand même. Ça a été compliqué de le baliser. On est quand même. Il y a beaucoup d'infos. Pour moi, il y a beaucoup d'infos, ce qui fait qu'on a des séquences très courtes. On donne de l'importance à la discussion de la mère et du barman, mais ça aurait pu venir bien après, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. On donne de l'importance à... ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est surtout cette discussion barman et avec la mère qui m'a un peu... qui était un peu de trop pour moi, parce qu'on a 3 séquences, je crois, qui reviennent, ou 3 ou 4. Oui. Complètement inutile sur la fin. La fin, on a juste envie de faire accélérer, en fait. On a beaucoup d'infos. On a beaucoup de personnages aussi, beaucoup d'un coup. En fait, c'est comme si on voulait faire connaissance de toutes les personnes de la famille, mais aussi de leurs relations, c'est-à-dire de Evan et de sa sœur, et donc de celle qui l'a harcelé au lycée, et donc Sam. Après Sam, il va nous faire connaître son ami Zaïd, et ensuite une jeune fille qu'il va rencontrer. Il y a beaucoup de choses pour moi, et c'est pour ça que je mets pas plus, mais ça reste quand même un super épisode qui donne envie de connaître la suite. Moi, je serais entre vous deux. Voilà, je vais utiliser le 7,5 puisque j'ai droit. Je vais mettre 7,5. Voilà, je trouve que la série pose extrêmement bien les bases. Je trouve la description des personnages très juste. Oui, il a un poil caricatural, Zaïd. Oui, il est excessif. Je te rejoins, Salomé, notamment dans son comportement envers les femmes. Mais heureusement qu'il y a un détonateur un peu fun, quitte à ce qu'il soit un peu démodé parce que MeToo est passé par là, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui détonne, quoi, quelqu'un qui tranche, tu vois, parce que les autres sont quand même assez cadrés. Donc j'aime tellement l'amitié, comment on les dépeinte déjà des pilotes. J'aime tout dans cette série, j'aime l'atmosphère, j'aime le côté où on met son plaid sur nous et qu'on est au chaud et qu'on se sent bien avec cette famille. J'aime tellement le personnage de Casey, Bridget Payne, que je trouve qui a beaucoup de talent. Je lui souhaite vraiment une belle carrière. Elle est extrêmement juste, extrêmement touchante. J'aime beaucoup le père aussi, Michael Rapaport. Enfin bref, il y a un attachement qui s'est créé avec cette famille immédiatement, et le fait de les suivre comme ça à des moments tellement clés de leur vie, et c'est pas juste c'est déjà expliqué dans le pilote, c'est expliqué en saison 1, en saison 2, en saison 3, sans être trop didactique, sans être trop lourd. Il y a toujours ce souci de qu'est-ce que je vais faire à ce moment clé. Casey doit sortir avec un mec pour la première fois de sa vie. L'ami Sam doit sortir avec une fille pour la première fois de sa vie. On a une maman qui potentiellement peut aller voir ailleurs. On a un père qui noue un lien avec son fils. Tout ça est extrêmement bien raconté et pour ça je mets 7,5. Voilà, 7,5. Ça reste un très bon pilote quand même. On est tous les 3 d'accord pour dire que oui. Ça reste... ouais. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série Atypical, 4 saisons donc à ce jour, sur Netflix, la 4e saison qui est sortie le 9 juillet dernier, et pour rappel, la dernière. On vous recommande la série. Ah, clairement, oui. Regardez Atypical. Ah oui. Il y a exactement, c'est tout public, hein, il n'y a vraiment rien de dérangeant, vous pouvez regarder ça en famille, complètement. Je suis en train de faire les calculs pendant ce temps-là. Donc, ah oui, ouais. On a une moyenne de 7,57. C'est pas mal. Bien. Par contre, elle se classe derrière Fleabag, par contre. Après, on parle que du premier épisode, pas de la série. Exactement. Donc, il faut bien faire la... Donc, 7,57 pour l'instant en classement provisoire. Atypical est 2e. Mesdemoiselles, on va se quitter. C'est déjà la fin du pilote presque parfait. Mais d'abord, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous parler chacune de votre podcast ? On commence avec Salomé, Des lettres à l'image. Qu'est-ce que c'est ? Dans mon podcast, je parle d'adaptation. Donc, je compare le livre et le film. Parce que
c'est vrai que la plupart des livres sont mieux, mais pas toujours, et je voulais un peu montrer ça, et un peu, faire en sorte que cette idée générale soit un peu déconstruite, parce que c'est pas toujours le cas. Merci beaucoup en tout cas Salomé d'avoir participé à cette émission. J'espère que ça t'a plu, toi. malgré les conneries que j'ai pu dire. Mais... merci à toi pour l'invitation. Et Alice, toi, on te retrouve dans le podcast Hors Champ. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, c'est un podcast sur le cinéma où je parle de films principalement qui sont inspirés d'histoires vraies, de faits d'actualité, de faits réels, de biographies. Et en fait, j'élargis juste le scénario pour qu'on en connaisse un peu plus sur l'histoire vraie qui se cache derrière le film. Voilà. C'est bien préparé, hein. Hors champ. Ça s'appelle Hors Champ. Merci beaucoup, Alice. Un pilote presque parfait, c'est déjà fini. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode, je peux d'ores et déjà vous le dire, on parlera de la série, du pilote de la série Gossip Girl, puisque un reboot arrive sur HBO Max dans ce mois de juillet. Donc on s'est dit, on va vous parler de Gossip Girl. Ça promet. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes vos plateformes streaming préférées. N'oubliez pas de mettre un commentaire et des étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes et Podcast Addict. Je vous souhaite de très bons épisodes de séries télé et je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt.